Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur le thème automatisé sans perdre le contrôle, jusqu'où pousser la réponse autonome. Aujourd'hui, la table ronde se tiendra en français et nous aurons également Maria Absatas qui répondra aux questions en anglais. Alors depuis plusieurs années, les équipes de cybersécurité sont confrontées à une équation difficile. Le volume d'alertes explose, mais les ressources humaines restent limitées. Selon le rapport IBM Cost of Data Breach 2024, les organisations mettent encore en moyenne plus de 200 jours à détecter une intrusion et les SOC doivent traiter des milliers d'alertes par jour. Dans ce contexte, l'automatisation et l'orchestration de la réponse via les IA ou les systèmes autonomes apparaissent comme une solution évidente. Réagir plus vite, à plus grande échelle et parfois sans intervention humaine. Mais cette automatisation pose plusieurs questions. Jusqu'où peut-on déléguer la réponse à une machine sans perdre la maîtrise ? Peut-on réellement tout automatiser ? Quels sont les risques d'erreur ou d'escalade ? Et comment garder l'humain dans la boucle ? Ce sont ces questions à laquelle nous allons répondre ce matin. Je vous propose tout de suite, pour commencer, un rapide tour de table. Si vous voulez commencer, Vincent. Donc, bonjour à tous, Vincent Lefray, je suis le RSSI du groupement U, donc la coopérative U. Aujourd'hui, ça représente 1800 magasins, une trentaine d'entrepôts et 80 000 employés. Voilà pour l'introduction. Merci Vincent. Maria. Hi, I'm Maria Psathis from Hack the Box. Bonjour, je suis Maria Psathis de Hack the Box. C'est une plateforme de formation tout en un pour différents types de formats et types d'apprentissage et de types d'apprentissage pour vos équipes et individus pour qu'ils puissent développer leur capacité d'être prêts aux cyberattaques. Je suis Mohamed Ordan, le Chief Security Officer de Post Luxembourg. Donc, Post Luxembourg, c'est l'opérateur national au Luxembourg, mais ça fait plus que simplement le télécom. Donc, on a la partie logistique postale, la partie financière, et puis, j'allais dire, du data center jusqu'au blockchain, pour le résumer comme ça. Oui, Alexandre. Et Alexandre Marguerite, je suis cofondateur et directeur technique chez Devancy Cyber Security. C'est un peu plus de 110 collaborateurs dédiés à la haute expertise cyber et notamment on gère en SOC et on essaye au maximum d'automatiser un peu plus de 600 000 assets chez nos clients en gestion de supervision. Alors merci beaucoup, merci à tous. Une première question pour vous, Mohamed. Dans votre organisation, quelle place occupe aujourd'hui l'automatisation dans la réponse aux incidents ? Alors j'allais dire l'automatisation en général, ça occupe une place très importante. Et concernant tout ce qui est la cyberdéfense, en tant qu'entreprise et j'allais dire infrastructure particulière pour le Luxembourg, c'est un chemin qui est en train d'être pris. Il y a certaines choses qui sont mises en place, par exemple toutes les approches de type SOAR, les expérimentations aussi, l'utilisation de machine learning pour détecter puis pouvoir agir le cas échéant. Je donnerai quelques exemples après, oui. Mais disons, voilà, le chemin a commencé. On n'est pas encore jusqu'à l'agent autonome, j'allais dire, puisque ce sera un des sujets qui sera discuté après, mais le chemin est engagé. Merci Mohamed. Alexandre, quel est aujourd'hui le niveau d'autonomie réel des systèmes ? Est-ce que c'est une simple assistance, semi-automatisation ou réponse automatique ? Un peu des trois, en fait, ça dépend des use cases. On peut aller sur du full automatique sur un certain nombre de sujets qui sont parfaitement maîtrisés. On voit que les automates ne font pas d'erreurs et font aussi bien, voire mieux qu'un humain avec une constance permanente. Et puis d'autres cas où c'est plutôt un assistant à l'analyste qui va essayer de lui faire gagner du temps, de mettre le doigt sur les éléments vraiment importants pour pas qu'il rate quelque chose et qu'on limite là aussi les aléas peut-être du facteur humain et surtout qu'on gagne du temps. Tu parlais de milliers d'incidents à traiter, c'est le cas chez nous, quoi. Alors Vincent, est-ce que l'automatisation est un choix stratégique ou une nécessité face au volume d'attaques ? Alors je viens de Bretagne, je ne suis pas normand, mais j'aurais tendance à dire les deux. En fait, historiquement, le système d'information chez nous, c'était, sûrement chez vous aussi d'ailleurs, c'était quelque chose de très fermé, qu'on maîtrisait bien, dans des data centers, un point d'entrée, un point de sortie, ou deux maximum. Aujourd'hui, avec la migration vers le cloud, notamment, qui nous occupe, les nouvelles pratiques aussi autour du delivery de code et ainsi de suite, notre système d'information il est complètement ouvert. Donc on a à la fois pas le choix, il faut aussi s'organiser pour répondre à une menace qui est complètement différente d'avant, et aussi l'état de la menace, c'est-à-dire les attaquants, tout ce qu'on a face à nous, qui est aussi en train de changer et qui va beaucoup plus vite.
Donc au final, on n'a pas vraiment le choix, il faut qu'on s'adapte. Oui, c'est ça. En fait, l'automatisation elle apparaît comme une solution pour absorber la complexité croissante des menaces. On a parlé de SOAR, d'automatisation des playbooks et maintenant d'IA. Dans la réalité opérationnelle, Alexandre, quelles tâches sont aujourd'hui réellement automatisables ? Alors, depuis assez longtemps, on automatise très bien tout ce qui est déterministique. Cette adresse IP, elle est dans tel VLAN ou dans celui-là, elle est plus sensible ou moins sensible. Ce serveur, il a tel niveau de criticité, cet utilisateur, c'est un VIP, ou cet utilisateur a des privilèges sur l'infrastructure, parce que ça, c'est des choses qui sont vérifiables automatiquement, strictes, automatisables. On a toujours le même résultat, on a une constance. Ça se fait très bien avec des playbooks traditionnels. Et puis maintenant, on travaille beaucoup à l'automatisation avec l'IA pour rajouter sur du non déterministique, par exemple, un utilisateur qui a fait une élévation de privilèges avec mon système de privilège management, qui a mis une raison. Est-ce que le contexte dans lequel il a fait cette élévation de privilèges, le vrai travail de l'analyste, de se dire si la raison elle est conforme à la convention habituelle qu'on utilise, si les horaires sont conformes aux habitudes, etc., etc. Là, l'IA peut aider à amener un sentiment sur ces éléments-là, comme le ferait un humain, pour dire oui, ça a l'air d'être plutôt le vrai administrateur qui a élevé ses privilèges, ou il s'est fait voler son compte et c'est l'attaquant. Merci Alexandre. Alors Vincent, pour un RSSI ou une organisation critique, quels critères permettent de décider qu'une action peut être automatisée ? Alors en fait, ce qui va se passer, donc pour la détection, c'est très intéressant. Effectivement, on lève un flag rapidement. La promesse aussi, c'est la réponse rapide. Et cette réponse rapide, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment on fait pour se mettre en sécurité rapidement. Et cette mise en sécurité, si on parle, je sais pas moi, d'isoler un poste, enfin, il y a différents cas. Il faut s'assurer aussi derrière que l'impact business, il est bien maîtrisé. Et donc, il faut avoir une forme de confiance dans l'alerte, la façon dont elle est présentée, dans la réponse qu'on va mettre en face aussi. Les impacts business, je vous en ai parlé, ça c'est vraiment primordial. Alors j'ai d'autres exemples que je développerai ensuite, mais ça peut être des fois un peu... si la réponse, elle fait plus mal que de ne pas répondre, il faut aussi se poser cette question-là. Et puis, il y a aussi l'effet retour, c'est-à-dire qu'on va faire une action de mise en sécurité rapide, et après, pour nous laisser le temps et après, s'il faut revenir à l'état initial, est-ce que c'est possible aussi ? Donc, c'est un petit peu ces trois critères que je mettrai en avant. Mohamed, aujourd'hui, est-ce qu'un SOC peut recevoir plusieurs milliers d'alertes par jour ? Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut encore gérer la cybersécurité de manière uniquement humaine ? Alors, c'est une bonne question. J'allais dire, on a la particularité en fait d'avoir une cyberdéfense qui est mutualisée, c'est-à-dire qu'elle est utilisée à la fois pour l'entreprise, mais également pour les clients. Donc, en tant qu'opérateur, vous imaginez bien qu'on a des milliers, des centaines de milliers. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le SOC peut recevoir ? Il peut toujours recevoir, il peut recevoir tout. Alors, je mets une petite parenthèse parce que j'ai Pasquale, qui est le DPO de l'année au Luxembourg, et la CNPD, qui est l'équivalent de la CNIL au Luxembourg, donc en tenant compte de privacy, hein, donc on fait tout selon cette règle. Simplement, la question, c'est moi j'ai mis en place en fait une stratégie qui était que j'intitule la pyramide de Maslow de la cybersécurité. Et la deuxième couche, c'est la visibilité et la célérité. Donc la visibilité, c'est de se dire finalement par rapport à tout ce que l'on a, tout ce qu'on reçoit pour l'entreprise ou pour nos clients, qu'est-ce qui est, normal et qu'est-ce qui est anormal. Et une fois détecté ce qui est anormal, comment j'agis ? Avec effectivement la prudence de se dire est-ce que le médicament est pire que la maladie ? C'est pour ça que moi je suis vraiment dans une approche très pragmatique, en y allant étape par étape. Et quand on maîtrise la chose, on se sent plus enclin à automatiser de manière explicite. C'est souvent d'ailleurs beaucoup explicite, mais on va de plus en plus sur des éléments qui vont donner ce que je vais appeler l'implicite, c'est-à-dire le contexte, la compréhension du contexte, à la fois de l'entreprise, du client, mais également le contexte dans la durée, parce qu'il y a une certaine temporalité. Et la troisième étape, c'est l'orchestration avec l'intervention humaine. Et la dernière, c'est une autonomie totale, mais on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais pour l'instant, qui reste pour moi asymptotique, en tout cas dans notre contexte. C'est une question de confiance finalement. C'est tout à fait une question de confiance.
Maria, I have a question for you. Does automation really... Maria, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'automatisation fait gagner du temps pour un analyste ou pas? Oui, c'est sûr que ça fait gagner du temps, parce qu'on a entendu qu'il y a plusieurs grosses entreprises et mes panélistes ici parlent du fait que ça peut faire gagner du temps et de l'efficacité. Maintenant, il doit y encore avoir un peu de guidance et de contact avec l'entreprise pour permettre de les guider. Il y a bien entendu des tâches plus simples qui peuvent être automatisées de manière plus claire avec une logique et vous avez une bonne confiance là-dessus. Mais au fur et à mesure que vous réfléchissez aux vulnérabilités, aux recommandations et à la réponse et à l'impact aux entreprises, vous devez être capable de mettre en œuvre les solutions en fonction de l'organisation et de l'équipe. Mais également, ce n'est pas une action d'une seule fois. C'est eux qui seront responsables pour l'automatisation et se l'approprier, devront pouvoir constamment donner des informations dans l'IA. Et ça change tout le temps et la technologie change tout le temps. Et donc, ça sera toujours nécessaire. Et je pense que la complexité dans tout ça, c'est que ce sont différents types de capacités. Vous devez vraiment être à l'avance, comprendre les enjeux derrière l'automatisation pour vraiment pouvoir avoir du succès dans ce rôle. Merci, Maria. Les technologies permettent effectivement aujourd'hui d'avoir des réponses totalement autonomes avec l'isolement automatique d'un poste, un blocage d'un compte, coupure d'un flux réseau. Mais on l'a vu, ces décisions peuvent avoir des impacts opérationnels majeurs. Vincent a parlé tout à l'heure de confiance, Mohamed aussi. Alexandre, comment est-ce qu'on fait pour monter en confiance dans l'automatisation ? Effectivement, c'est je pense la clé du succès, c'est d'y aller étape par étape. On en a un petit peu parlé, il y a des quick wins à aller chercher. Donc ceux-là, déjà, ils font gagner du temps aux analystes pour qu'ils se concentrent sur les cas les plus complexes. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais on peut aussi aller automatiser des cas assez complexes et ça demande cette maîtrise des spécificités du client. On parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas que l'impact de la réponse soit supérieur au risque de l'attaque. Ça, c'est une décision qu'un analyste éclairé va pouvoir prendre. Est-ce qu'un automate peut prendre cette décision ? Potentiellement, oui, à condition qu'il ait cette connaissance du contexte. Et est-ce qu'on est en capacité d'amener cette connaissance du contexte pour que les outils automatiques puissent en tenir compte? Ça, c'est un vrai travail d'ingénierie de fond dans le SOC. Et peut-être qu'effectivement, un peu comme on le disait avant et comme le disait Maria, on transforme les personnes qui travaillent au SOC pour qu'ils soient plus dans la construction de ces alimentations d'informations pour qu'ensuite les automates puissent prendre les bonnes décisions. Et dans le suivi, la review, c'est-à-dire que tout ce qui est fait automatiquement, par exemple chez nous, on fait quand même des reviews manuelles avec de l'échantillonnage, avec de la review ferme à certains moments pour s'assurer que l'automate ne dérive pas et qu'il prend les bonnes décisions, qu'il a suffisamment d'informations à sa disposition. Mais en fait, un peu dans le même principe qu'on le fait pour un humain. On ne laisse pas les humains, un analyste prendre toutes les décisions tout seul, on fait du contrôle. On fait la même chose en fait avec un automate, mais effectivement ça change le fonctionnement. Et je pense d'ailleurs que les gens qui développent au sein du SOC ces automates ont besoin de plus avoir des vraies compétences cyber que des compétences développement, surtout avec les outils aujourd'hui qui les aident sur les compétences développement, et du coup de plutôt s'entraîner à bien comprendre les chaînes d'attaque, les complexités des chaînes d'attaque pour s'assurer que l'outil tienne compte de tout ça. Parce qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de magie. Il y a beaucoup de travail, mais ça permet par contre d'être beaucoup plus réactif dans l'analyse et dans la réponse au moment où on est sous attaque. Et je pense que c'est l'objectif qu'on a tous, c'est de se dire, un peu comme en sécurité incendie, au moment où on a le départ de feu qui est détecté, on a envie que ce soit le plus réactif possible pour amener une réponse et confiner ce départ de feu. En cyber, on a envie de faire exactement la même chose. Et des fois, ça demande beaucoup de travail en amont. Comme en sécurité incendie, ça ne demande pas mal de travail en amont. En cyber, c'est pareil. Alors, je trouve ça intéressant. Je trouverais ça intéressant d'avoir votre point de vue, Vincent, sur le retail en particulier, donc dans les environnements critiques. Est-ce qu'on peut réellement laisser une IA prendre des décisions de sécurité ? Alors, là, je vais un peu plus expliciter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais dans les cas qu'il y a chez nous, par exemple, on a 3 process critiques dans la grande distribution. C'est approvisionner, vendre et encaisser. Donc, si un de ces process critiques ne fonctionne plus, il y a tout de suite un impact financier et dans la seconde, dans la minute qui suit.
Donc déjà, à partir du moment où on va commencer à toucher à l'un de ces process critiques, il va falloir qu'on soit très très vigilant sur ce qu'on fait et comment on le fait. Donc déjà, sur cette partie-là, on fait très attention. Il y a une autre partie aussi qui est donc dans la partie logistique. On a aujourd'hui de l'automatisation, mais là pour le delivery de colis, enfin vraiment la partie approvisionnement. Et c'est pareil, cette chaîne-là, dès que ça va avoir un impact sur cette chaîne-là qui va s'arrêter, c'est pareil, ça nous fait réfléchir. Et le dernier exemple que je prendrais aussi, alors qui est plus technique, qui nous touche tous un petit peu, c'est isoler un poste de travail. Je pense qu'on n'a pas trop de mal à les faire valider ça. Quoique des fois, ça peut être compliqué pour des COMEX ou des VP, mais ça, c'est plus de l'accompagnement au changement, mais d'un point de vue sécurité, ça ne change rien. Par contre, dès qu'on va commencer à toucher à des serveurs type, je sais pas moi, l'Active Directory aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité, chez vous, de déléguer une réponse rapide sur un contrôleur de domaine parce qu'il y a une menace qui a été perçue. Voilà, c'est un peu les questions qu'on doit se poser. Et c'est la réalité des questions qu'on nous pose, un peu compliquées. Je rebondis sur un point aussi, la connaissance du contexte que tu évoquais tout à l'heure. On en revient toujours à une problématique qu'on a tous dans nos sociétés, c'est que les gens connaissent le contexte. Par contre, les CMDB, elles ne sont pas à jour. Toute la partie informationnelle, elle est très peu à jour aussi. Et sans ça, c'est très compliqué d'aller vers, ou du moins de tendre vers le 100% automatisé. Maria, are there any feared scenarios? Est-ce qu'il y a des scénarios qui vous font peur? Est-ce que l'automatisation enlève l'analyse de risque? Donc, il y a deux scénarios dont on a peur. Un, c'est ce qu'on voit dans les nouvelles tous les jours, c'est que l'IA va effacer par erreur des bases de données ou prendre des décisions pour conserver son maintien au lieu de faire son travail. Donc, il y a pas mal déjà de craintes, des scénarios de craintes dans les médias, rien qu'en regardant les médias. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont inconnues. On ne sait pas quelle est la grandeur des attaques qu'on aura dans 6 mois. Déjà, dans les premiers 3 mois de l'année, nous avons eu un tas de progrès et innovation dans cet espace. Et donc, je pense c'est un moment très incertain et avant tout, vous devriez probablement penser à ces scénarios. Et beaucoup d'entreprises qui ont toutes sortes de données, que ce soit des informations financières, les fonds, des gouvernements, ils sont tous des cibles. Et ils doivent réfléchir constamment à et si on était ciblé, qu'est-ce qui se passerait, est-ce qu'on est préparé? Et dans votre deuxième point sur le fait de déplacer l'analyse de risque, je pense que, on en a parlé avant, on aura toujours besoin de ça, c'est juste que ça sera un peu différent. Les gens seront peut-être plus focalisés sur l'orchestration, peut-être même leur travail va impliquer quel type de scénario pourrait se déployer et avoir un plan pour comment se préparer à ceci. Donc, si ça a lieu et les attaques sont automatisées, est-ce que nous, on devra automatiser nos réponses? 100%. Les attaquants n'ont pas un budget illimité, ils n'ont aucune règle. Et d'un point de vue de défense, vous devez être capable de jouer dans ce champ de bataille. Et donc, il faut y réfléchir, surtout quand on parle de budget, parce que j'entends beaucoup de choses à ce sujet sur le coût d'utiliser l'IA, le coût d'avoir des professionnels cyber et ingénieurs, de leur donner accès à des GPU et des jetons. Rappelons-nous que les adversaires ont un budget illimité et n'ont aucune règle. Et donc, il faut réfléchir comment pouvez-vous vous prémunir, rester à l'avance. Pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'on devrait l'utiliser ou pas. On doit l'utiliser parce que les humains ne peuvent pas rivaliser ou rester à la vitesse de l'IA. Ça, c'est sûr. Donc, il faut considérer beaucoup de ces points par rapport à quels sont les bons garde-corps, les bonnes permissions pour cette IA, pour lui permettre d'être complémentaire aux équipes de défense. Mais
ça doit forcément être mis en place. C'est même pas le futur, c'est déjà hier. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui déjà. Merci Maria. Peut-être pour ajouter, au-delà des attaquants qui ont un budget illimité, c'est surtout qu'avec un budget faible, ils font énormément de dégâts, alors que vous, il vous faut un budget énorme pour vous défendre. Et en fait, il y a un ratio qui est pas juste. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient des avions de chasse et vous, un château fort. Un château fort, ça coûte cher à construire et tout, mais en fait, c'est pas très efficace face à un avion de chasse. Et on en est un petit peu là aujourd'hui. Les attaquants ont des moyens d'attaque. Et si ceux qui ont fait un pentest, vous l'avez vu, hein, votre budget pentest, il n'était pas énorme par rapport à votre budget de défense. Et je pense que vous avez remarqué les dégâts que fait un pentester avec ce très faible budget de pentest. L'IA, c'est peut-être notre moyen de rééquilibrer les choses et enfin d'amener des défenses à un budget qui ne s'envole pas et qui nous permet de faire des choses qui étaient infaisables avant parce que la quantité de travail pour se défendre est incommensurable et du coup de gagner ce temps pour espérer répondre plus vite et peut-être enfin se rapprocher du niveau des attaquants et qu'il y ait un front qui se stabilise un petit peu. Je rebondis sur ce que vous dites, Alexandre. L'IA promet des systèmes capables d'identifier des comportements anormaux et de réagir seuls. Est-ce qu'on est proche de cette réalité ou encore dans cette phase expérimentale, Mohamed ? Oui, donc je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. Le système d'information, c'est un système qui est vivant en fait. Oui. Donc il y a à chaque moment des nouvelles données qui sont transportées, des nouvelles données qui sont créées, des nouveaux ports qui sont ouverts. Et il y a même certains domaines qui sont pensés pour être, disons, fonctionnels en tout temps, mais pas en termes de cybersécurité. Je prends l'exemple, par exemple, du domaine des télécommunications. Et pour vous dire un petit peu le chemin que l'on a pris, je pense que chacun d'entre vous avait déjà reçu soit des appels non sollicités, soit du smishing, donc des SMS avec un lien de phishing. D'ailleurs, ce qui est très, disons, je ne vais pas dire étrange, c'est que autant la sensibilisation sur le phishing par email, les personnes font un peu plus attention, mais recevoir par SMS, il y a une sorte de confiance qu'on a envers l'opérateur et qui induit des comportements parfois étranges. Et au Luxembourg, on a eu quand même pas mal d'attaques de ce type-là et des personnes qui finalement ont donné leur OTP plusieurs fois et après des robots derrière qui se connectent sur le compte bancaire et qui commencent à faire des transactions. Ça, on a eu ces cas-là. Et donc, le chemin que nous, on a pris devant cette situation, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on est capable de déterminer ce qui est normal ou anormal, par exemple, sur tous les flux d'appels est-ce que ce qui est transporté dans les SMS, évidemment, on ne va pas le lire nous-mêmes pour des raisons de privacy, est-ce qu'on peut utiliser du machine learning pour essayer d'adapter et de qualifier, on va dire, si un SMS contient un lien de phishing, oui ou non. Ça, c'est les étapes qui ont été prises. Ensuite, on regarde quel est le nombre de false positifs que l'on a. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est acceptable ? Et ensuite, c'est la réaction. Par exemple, au niveau du réseau télécom, les premières réactions qui ont été faites, c'est ce que moi j'appelle de l'orchestration. C'est-à-dire quelque chose qui est anormal, on l'envoie à un expert, et l'expert, à ce moment-là, agit dans le réseau pour bloquer telle ou telle chose. Mais une fois que la confiance arrive à un certain niveau, finalement, cette action-là, on peut l'automatiser. Par exemple, toutes les attaques de type Wangeri, et je peux vous dire qu'ils sont créatifs de l'autre côté, pour passer sous la table, on va dire, de la détection. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration continuelle, et cette amélioration continuelle, d'ailleurs, on a une approche qu'on appelle cluster of skills, c'est-à-dire qu'on va associer un subject matter expert avec un data scientist et avec un hacker. Travailler ensemble, puis ça vous crée en fait des solutions qui sont complètement adaptées et qui s'auto-améliorent, j'allais dire, dans le temps. Et pour le phishing, l'avantage aussi, c'est que vous voyez bien que les domaines entre le monde télécom et le monde IT s'étiolent complètement. Puisque quand on reçoit un phishing un smishing qui est vraiment détecté, on agit au niveau télécom et on agit au niveau IT, par exemple au niveau DNS ou du takedown du site de phishing. Donc c'est une approche progressive, petit à petit, et on parlait de confiance tout à l'heure. Donc quand on commence à avoir la confiance, on commence à donner plus d'autonomie en fait à la réaction.
Alors, on parlait tout à l'heure dans la discussion de la place de l'humain dans les futurs SOC. Du point de vue des compétences, Vincent, quels profils seront nécessaires dans les SOC de plus en plus automatisés? Alors, sur la partie SOC, qui est un métier très spécifique, je vais avoir du mal à répondre, même si pour nous, ça reste de la prospective. Par contre, la réflexion de se dire, les métiers de la cyber, de manière générale, on doit regarder sur chaque métier qu'on fait aujourd'hui, comment on peut les augmenter grâce à l'IA. Et ça, c'est vrai, et c'est la vérité d'aujourd'hui qu'on va commencer, nous, à ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on parlait de budget. Enfin, il ne faut pas se leurrer, hein, l'économie, elle ne va pas très bien quand même. Les budgets, on a la réalité aussi des budgets qu'on a. Et la promesse derrière, c'est à la fois d'aller plus vite, de mieux répondre aux attaquants, mais de continuer aussi à nous améliorer sans pour autant avoir des hausses de recrutement dans le temps. Donc il y a vraiment la volonté aussi d'aller vers de la performance et d'améliorer la performance. Et là, je pense qu'au-delà du SOC et du sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment de regarder tous les métiers de la cyber, un à un, de manière assez factuelle, et de voir quel apport on pourra avoir. Alors il y a des choses très simples. Hein, je sais pas, nous on fait des revues de passe aujourd'hui. Ça peut très bien passer dans une IA. Et en fait, on est en train de décliner chacun des métiers de la cyber de manière générale pour justement voir comment on peut faire. Et après, donc on revient à notre sujet côté SOC. Enfin, alors, j'ai déjà une conviction un peu latine, c'est que je pense que les humains, on en aura toujours besoin. Ça, c'est à peu près sûr. Donc ça, je veux le conserver et je veux y croire aussi. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on adapte le métier et faire en sorte, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, de faire en sorte que nos analystes ils soient en capacité et de ne plus, entre guillemets, être canalistes, mais être en capacité d'intégrer du contexte, la connaissance métier. Et finalement, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à faire, mais avec des choses très concrètes. Et je pense qu'en franchissant petit à petit des pas comme ça, on arrivera à trouver de la valeur et à continuer à itérer de toute façon. Alors, on parle de confiance, mais automatiser la réponse, ça pose aussi la question de la responsabilité. Si une machine prend une mauvaise décision, qui est responsable ? Est-ce que c'est l'éditeur ? Est-ce que c'est l'équipe sécurité ? Est-ce que c'est l'organisation, Vincent ? Là, il faut avoir pu, en amont, anticiper et se poser la question. Et c'est là où ça nous demande un petit peu de temps, parce qu'il va falloir qu'on identifie chacun des cas d'usage, et en fonction de ces cas d'usage, est-ce qu'on délègue ou pas ? Et c'est là où nous, je pense qu'on perd vraiment du temps par rapport à un attaquant, parce que tous ces cas-là, il faut les identifier, potentiellement l'impact business, oui, non, et en fait, on commence à rentrer dans une litanie un petit peu de documentation, où en fait, il faut bien qu'on se partage les responsabilités des uns des autres, et c'est assez complexe, mais on n'a pas le choix, il faut passer par là en tout cas. Mohamed, vous aviez un avis là-dessus aussi ? Oui, j'allais dire, c'est à peu près la même question qu'on se pose sur les voitures autonomes, en fait, hein, quand il se passe quelque chose, qui est responsable. Et je pense que cette responsabilité, elle sera toujours, à moins que les choses évoluent dans le futur, elle sera toujours associée à quelqu'un de physique, à un être humain. Parce qu'une responsabilité d'un agent IA ou d'une orchestration quelconque où il y a un impact, c'est difficile à appréhender. Donc cette question de la responsabilité, elle est absolument fondamentale. Aujourd'hui, nous, dans nos contrats avec nos clients, quand on va faire des choses comme justement des automatisations, mettre de l'IA dans la détection SOC, dans la réponse, pour les clients, c'est nous qui avons configuré les outils, c'est nous qui sommes responsables d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise configuration, etc. Et après, encore une fois, à nous de faire les choses bien, d'avoir nos process en interne pour s'assurer que justement, on ne prenne pas de risques pour notre structure et indirectement aussi du coup pour les structures de nos clients dans ce qu'on va configurer. Mais en tout cas, on a beaucoup de clients qui, à notre échelle, nous font un transfert de responsabilité en disant « vous êtes mon opérateur SOC, si vous choisissez d'automatiser des choses, faites-le avec responsabilité parce que voilà, ce sera vous in fine que j'irai chercher s'il y a un problème. Et vu les montants en jeu et les problématiques, effectivement, on ne peut pas trop se le permettre. » Merci Alexandre, c'est intéressant. Justement, la confiance dans ces systèmes, est-ce qu'elle passe par la transparence des algorithmes et des décisions, Mohamed ? Alors ça, c'est une question presque philosophique. J'ai toujours tendance à dire pourquoi on demande à l'IA ce qu'on ne demande pas à l'homme. Parce que quand un être humain prend une décision, il y a probablement une petite partie qui est plus du domaine de l'émotion, voire de l'irrationalité. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, vous pouvez voir à qui je pourrais faire référence. Mais
Et ça, on ne se pose pas la question. Par contre, l'IA, il faut qu'elle soit complètement explicable. Et parfois, il y a même une contradiction. Si vous utilisez, par exemple, des réseaux de neurones très, 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 très profonds, ok, il y a des outils, mais ils sont pas parfaits. Pourquoi on demanderait de comprendre tout le schéma décisionnel? Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, c'est un petit peu comme le médecin. Il va utiliser un IA, mais in fine, la décision lui revient. Donc l'IA n'est pas quelque chose d'indépendant, c'est un moyen supplémentaire que l'on donne aux ingénieurs et probablement, et je rejoins ce qu'il dit, c'est-à-dire le mindset, la façon, les skills qu'on va demander seront différentes. Parce que tous les outils qui ont été construits depuis des années avec force et labeur, et bien maintenant on a les moyens d'être plus rapide et plus pertinent. Et donc c'est cette combinaison auquel je crois, plus que à devoir tout expliquer en termes de schéma décisionnel. Merci Mohamed. Maria, what do you think about this? Maria, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aimerais ajouter que je suis d'accord que nous devons être un peu réalistes. Et il y a un peu de... Voilà, il y a du champ d'erreur, comme pour les humains. Mais je pense que il y a trois parties qui doivent construire de la confiance. Il y a ceux qui utilisent l'IA et ceux qui sont responsables pour cette zone. Et donc, la confiance, je pense, est très difficile à construire, mais très facile à perdre rapidement. Et nous allons dans ce cycle émotionnel. Waouh, il y a ce nouveau truc qui est mis en place, et après quelque chose se passe, et on dit, ah bah voilà, on a perdu du temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On panique un peu. Et donc, quand on parle de confiance, il doit y avoir la connaissance, la compréhension de la technologie. Et donc, en plus des utilisateurs qui peuvent utiliser l'IA, ils doivent également comprendre les algorithmes et le processus décisionnel derrière, parce que c'est ça qui va déterminer le résultat. Et ça va tout le temps donner un processus itératif, et ceux qui le mettent en pratique vont passer au prochain client, mais toutes ces parties doivent prendre responsabilité de le mettre en œuvre de manière avec succès dans l'organisation. Et même les utilisateurs et les consommateurs peuvent faire confiance que c'est fait de la bonne manière. Merci Maria. Ce qui est important, c'est quand vous avez par exemple un incident qui a été traité par un agent autonome avec IA, c'est qu'à la fin, quand on a le résultat, voilà, j'ai fait cette action de blocage sur cette attaque, c'est pas juste ça, c'est comme un analyste, souvent il va dire, l'analyste, j'ai considéré que c'était une attaque parce que j'avais vu tous ces signaux, j'ai choisi de prendre cette décision parce que nanana, et quand il fait un peu son rapport d'incident, il explique pourquoi. C'est important que les agents autonomes expliquent pourquoi ils ont pris la décision, et ensuite, en tout cas nous dans nos opérations, qu'on soit capable éventuellement de changer et d'influencer, exactement comme un humain, où on va lui dire « Ah d'accord, ok, je comprends pourquoi tu as pris la décision, mais elle n'était pas bonne parce que t'as pas tenu compte de ça, ou t'as pas fait attention à ça, etc., etc. » Et en fait, on va entraîner l'humain à réagir différemment dans la même situation. Là, le but, c'est de faire pareil, mais avec des agents autonomes. Et pour ça, il faut que nous, à la manette de toute cette orchestration, on comprenne pourquoi l'agent a réagi comme ça, pourquoi il a pris cette décision, parce que ça permettra derrière de le fine-tuner et de se rendre compte que, ok, il n'a pas tous les éléments, ou il n'a pas tenu compte de certaines choses, et de faire les petits ajustements qui vont bien pour avoir la totale confiance dans le système ensuite, quoi. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? En fait, là, dans ce qui était évoqué, c'est que malgré tout, pour pouvoir fine-tuner, pour pouvoir être en capacité d'adapter, il va y avoir un peu de pot cassé avant, et nous, de notre côté, on aimerait bien, alors je me mets dans le contexte client, effectivement, on aimerait bien que ce soit déjà, j'allais dire aux petits oignons, mais déjà carré, et finalement, on n'ait pas à essuyer un petit peu les plâtres. Donc, après, quand on le fait souvent, par exemple, ce qu'on fait, c'est que des fois, on fait en binôme. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent autonome dit « j'aurais fait ça », mais il ne le fait pas. L'analyste vérifie et confirme l'action de l'agent autonome. Et quand ça fait X fois sans erreur, qu'on est sûr du process, etc.,
on peut le lâcher en totale autonomie. Mais effectivement, se dire je le lâche d'abord en totale autonomie et puis je paye les pots cassés et je lui fais entraîner, c'est pas la meilleure idée. Donc nous, souvent, on travaille en back-to-back avec un analyste qui vérifie en fait le travail comme si c'était un analyste junior en fait qu'on est en train d'onboarder dans l'équipe. On va pas le lâcher sur le client comme ça, ses premiers incidents, vas-y, fais-toi plaisir. Ben non, on va le mettre en back-to-back avec un analyste senior. Et ben là, pareil, notre agent autonome, en fait, c'est juste un analyste junior qui a besoin d'être cadré, d'apprendre. Et en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on le travaille aujourd'hui. Vincent, est-ce qu'il faut, selon vous, des règles ou des cadres réglementaires pour encadrer la cyberdéfense autonome ? Alors, la réglementation, on pourrait en parler des heures, mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même on parlait de confiance tout à l'heure, il faut absolument qu'on puisse avoir un cadre de confiance, mais sans pour autant que ce soit un cadre normatif qui soit trop contraignant. Et c'est peut-être ça la complexité aujourd'hui. Donc qu'on puisse, nous, avoir, nous clients, une grille de lecture qui nous permette de nous dire, effectivement, on peut aller, je sais pas, vers tel outil, tel service, et ainsi de suite, parce que finalement, il y a un label, quelque chose qui nous garantit une forme de confiance. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Il ne faut pas non plus qu'on rentre dans la perversité de la norme et faire en sorte que ça devienne aussi trop compliqué. Et c'est toujours là, un petit peu la difficulté, c'est d'arriver à avoir les deux éléments. Et l'apport de valeur, et avec la garantie qu'effectivement c'est bien sécurisé, voilà, la notion de confiance, et puis qu'après on ait, nous, la capacité à aller vers ça, en tout cas. Oui. Mohamed, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de réglementation, puisque il y a notre CNIL, donc je vais... Mais je pense qu'effectivement, c'est plus... je rejoins ce qui a été dit. Il faut que ce soit plus un cadre dans lequel on puisse s'inscrire dans une certaine confiance qu'un dogme qui va un petit peu scléroser toute l'innovation. C'est de trouver le bon trade-off. Et autre chose que je rajouterais, c'est que souvent, en fait, l'expérimentation, c'est comme partout. Un enfant, pour apprendre à marcher, il se casse la gueule, excusez-moi de l'expression, mais le côté empirique, c'est important. Et on a eu un cas au Luxembourg, par exemple, où on a eu une attaque qui était complètement quelque chose où on aurait mis un likelihood égal à 0, et c'est arrivé. Et on s'est dit, mais finalement, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas finalement un système d'information dans toute sa complexité. Et que le seul moyen de voir s'il y a des impacts, c'est vraiment de tester les choses. Donc il faut accepter aussi, quelque part, l'impact et pouvoir rebondir sur cet impact. Alexandre, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet ? C'est un sujet complexe et effectivement, faut toujours essayer de mettre un cadre pour faire les choses bien et éviter que ça parte dans tous les sens. Et en même temps, les attaquants, comme on disait tout à l'heure, eux, de cadre, ils en ont pas. Donc il faut qu'on arrive quand même à être un petit peu dynamique dans nos systèmes de défense et qu'on soit au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir rencontrer notre équipe Red Team et qu'elle vous montre ce qu'elle fait en pentest full autonome avec de l'IA. On en est au début, ça fait extrêmement peur, donc il faut quand même qu'on aille vite sur ces sujets-là. Alors justement, peut-être une dernière question rapide pour chacun d'entre vous. Dans 5 ans, la réponse aux incidents, est-ce qu'elle sera majoritairement automatisée ou est-ce que l'humain restera-t-il au centre ? Vous voulez commencer, Alexandre ? Allez, moi je pense quand même qu'il y aura de l'humain, mais comme on le voit aujourd'hui, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur la transformation des équipes SOC, par exemple, nous, on a beaucoup d'humains sur l'accompagnement du client dans sa stratégie, dans sa compréhension de son système SOC, dans est-ce que ma CMDB est à jour ou non, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut trouver des quick wins, comment on peut organiser tout ça, parce que je pense que la réponse magique du type je branche une IA qui apprend toute seule de mon SI, c'est pas la meilleure approche, étant donné qu'il y a déjà des mauvaises pratiques dans mon SI, il y a déjà des problèmes. Il faut quand même amener un petit peu de paramétrage et un petit peu de dimension par-dessus. Et là, d'avoir des humains qui discutent sur la complexité du SI du client, les spécificités de chacun, et qui aident à construire ces systèmes autonomes pour qu'ils soient adaptés et efficaces, je pense que ça restera, tout comme les architectes techniques qui sont derrière tout ce fine-tuning et ainsi de suite. Mais oui, ça transforme nos métiers. Moi, je pense que l'analyste niveau 1, il devrait déjà avoir disparu. Et même les analystes forensiques un peu plus experts, je pense que rapidement, ils vont être majoritairement remplacés par des outils d'analyse automatique pour avoir plutôt peut-être des architectes, des ingénieurs SOC derrière
qui vont travailler différemment avec ces datas, qui vont faire de la review et qui vont faire des choses comme ça. C'est aussi votre vision, Mohamed? Oui, tout à fait. Je vais donner une petite couche un petit peu philosophique. En son temps, Einstein disait, dans un autre contexte, que la technologie a dépassé notre humanité. Et il faudrait qu'on se retrouve dans une situation où le propre de l'homme ne soit pas uniquement le rire. Être dans une situation où la créativité, où prendre des décisions qui sont orthogonales. Par exemple, vous avez des capteurs, des agents qui vous disent appuyez sur le bouton rouge, que vous ayez cette capacité de recul et de dire maintenant j'appuie pas sur le bouton rouge mais j'appuie sur le bouton bleu parce que au fond de moi-même je sens que c'est la bonne façon de procéder. C'est pour ça que je suis vraiment comment dirais-je, je pense que on est plus dans une approche pas de remplacement mais plutôt d'un expert étendu et que cette capacité va être considéré par cet expert-là, non pas comme une finalité en soi ou un remplacement, mais encore une fois comme un moyen d'être plus célère et d'être plus percutant, plus pertinent. Par contre, encore une fois, quelque chose que l'IA ne fera jamais, ou en tout cas dans la situation actuelle, c'est parfois de prendre une décision qui n'est pas basée sur tout ce qu'on a appris. Et vous voyez, les grandes révolutions scientifiques, c'est des gens qui ont été capables de remettre en question tout ce qu'on a appris avant. Voilà. What's your opinion on this, Maria? Quelle est votre opinion, Maria? Je pense qu'on devrait poser la question à quoi ça ressemblerait dans 2 ans, vu le changement rapide. Je ne pense pas qu'on peut essayer d'anticiper les prochains 5 ans. Donc je pense déjà 2 ans, réfléchissons à voir à quoi va ressembler ce rôle. Et avant tout, même Vincent, tu en as parlé, les rôles seront différents et nous devons adapter les rôles et les définitions d'un niveau 1 à la réalité d'une force de travail augmentée. Et donc nous devons avant tout voir quelles sont les capacités et les types de métiers nécessaires à partir de maintenant, sachant que tout le monde utilise l'IA. Et deuxièmement, réfléchir toujours à avoir la capacité de tester et voir les scénarios SI et les anticiper. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure que vous formez et vous testez les personnes et leurs capacités, vous devez en faire de même avec l'IA. Et c'est pour ça que nous devons nous assurer en termes d'entreprise que nous avons toutes ces options, que nous essayons de développer nos propres capacités ou essayer de suivre une équipe ou essayer de voir les besoins de l'équipe ou on veut concevoir un modèle IA dans un environnement sécurisé. Donc même s'il y a beaucoup de vitesse et des changements qui ont lieu, on ne peut pas oublier qu'on doit être prêt et se focaliser à être les plus proactifs que possible dans les zones qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de zones inconnues. Mais c'est comme ça que je vois le focus dans les prochains 2 ans, au lieu d'avoir plutôt une approche et des capacités main sur la table ou de tactique. Merci, Maria. Oui, alors déjà passer après Einstein, c'est pas simple. Non, mais moi je reste sur ce que je vous ai partagé tout à l'heure. C'est vraiment les métiers aujourd'hui, ils existent. Notre métier de protection de l'entreprise, il va perdurer. Il va falloir qu'on s'adapte, qu'on change nos métiers. Peut-être les noms vont changer, on va le faire différemment. L'humain, il sera toujours là. Me projeter à 5 ans, je suis un peu comme Maria. Moi, je suis plus à 1 an ou 2 ans et ce sera déjà pas mal. Mais il y a beaucoup de promesses, beaucoup de choses à explorer. De l'apport de valeur, c'est certain. Il va falloir passer un peu de temps dessus. Ça va pas être facile. Mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix si on veut continuer à être en capacité de bien faire notre métier. Donc je resterai plus là-dessus. Et j'ai pas autre chose qu'Einstein à vous fournir. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour cette excellente discussion. Place aux questions, si vous en avez. N'hésitez pas à nous partager aussi votre retour d'expérience, si vous utilisez des réponses automatisées dans votre SOC, par exemple. Si vous avez des questions. Merci.
Merci Vincent. Merci d'abord pour toutes les interventions. Je m'appelle Léna, je dirige l'association Women for Cyber France et nous avons beaucoup de partenariats chez Women for Cyber France avec les écoles. Et récemment, j'étais au jury de diplomation d'une des grandes écoles d'ingénieurs, dont une des spécialisations est la cybersécurité, une autre qui est l'intelligence artificielle et d'autres. Et la question que nous sommes posées au jury, c'est quelles sont les compétences qui vont être indispensables, compétences techniques et les compétences aussi comportementales, donc les soft skills, pour les étudiants qui entrent aujourd'hui en première année. Donc ils sont obligés de se projeter à 3 ans, ils vont commencer leur alternance, à 5 ans, ils vont chercher le premier job qui probablement n'existerait pas tel que les jobs sont définis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous direz aux étudiants d'aujourd'hui qui seront professionnels de la cybersécurité dans 5 ans? Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, donc, notre raison d'être de notre association est de promouvoir les métiers de la cybersécurité auprès des femmes. Et dans ce que vous pouvez lire aujourd'hui sur l'évolution du travail, du monde du travail en général, vis-à-vis avec la progression de l'intelligence artificielle, on peut lire que les métiers qui sont occupés par des femmes sont impactés d'une façon plus importante que celles qui sont impactées par les hommes. Et aujourd'hui, dans le milieu de la cybersécurité en France, la moyenne mondiale elle est un peu plus élevée, mais en France, selon les sources, c'est 11 à 15% de femmes dans les métiers différents de la cybersécurité, pas que les métiers techniques. Comment est-ce quel conseil vous pourrez donner à moi, qui fait la promotion des métiers de la cybersécurité auprès des femmes, pour qu'on puisse avancer dans un monde plus équilibré en tous sens? Merci. Bon, je me lance. pas évident, on travaille pas mal avec les écoles. Nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que déjà, l'IA devient la même chose que la suite Office ou allumer un PC. C'est-à-dire que pour nous, ça devient, en tout cas dans nos métiers, un indispensable, un prérequis de savoir prompter correctement, de savoir avoir un esprit critique face aux résultats que me donne une IA, mais de savoir l'utiliser pour justement augmenter nos compétences et avoir cet esprit critique un peu d'ingénieur qui vient par-dessus. Et il faut absolument, je pense, que les étudiants d'aujourd'hui prennent ça comme un outil qu'ils doivent maîtriser et pas déléguer leurs devoirs à l'IA, mais savoir comment exploiter l'IA pour aller plus loin et être plus efficace dans leur job de demain, parce que eux, ils vont être performants là-dessus, ils sont jeunes, ils vont apprendre vite, là où peut-être des personnes plus expérimentées vont avoir plus de mal à se mettre à jour, et c'est peut-être... Il ne faut pas qu'ils ratent le coche, on va dire, les nouveaux, parce qu'ils auront des nouveaux métiers qui vont apparaître avec ça. Et prompteur d'IA, ce n'est pas un métier, mais c'est un skill en sous-compétence. Et après, pour les femmes dans la cyber, en tout cas tout particulièrement, moi, ce que je remarque, c'est qu'elles ont souvent plus de mal sur les métiers très tech, où il faut configurer en ligne de commande des équipements réseau et apprendre les protocoles réseau par cœur. Et par contre, elles sont souvent hyper pertinentes et beaucoup plus à l'aise sur de la GRC, sur de la gouvernance, sur de l'architecture, sur des aspects en final où il faut avoir une vue très 360 en cyber. Et mon impression, c'est que l'IA est en train d'enlever cette couche où j'administre des trucs en ligne de commande et je dois connaître les protocoles par cœur et ainsi de suite, parce qu'en fait l'IA, ça, elle sait super bien le faire, elle connaît déjà les protocoles par cœur. Par contre, on a toujours besoin de ces personnes qui ont une vue 360, qui vont orchestrer ces agents IA, qui vont prendre des décisions, et je pense que ça devrait peut-être rééquilibrer si les femmes pensent à se dire que c'est pour eux d'aller dans ces métiers techniques et dans la cyber. Ça, c'est peut-être le blocage psychologique qu'un certain nombre de personnes ont. Je pense que ça devrait plus s'équilibrer parce que ça fait moins peur que certaines tâches techniques. Et par contre, dans la façon de penser, et on le voit naturellement, les métiers de la data, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de femmes. Je pense que ça peut être très efficace et j'espère que ça rééquilibrera parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que des candidates qui postulent, puisqu'en fait, il y en a très peu sur le marché. Alors, concernant donc, le Luxembourg et en particulier Post-Luxembourg, donc on a une association au Luxembourg qui s'appelle Women in Cyber Force, donc,
où on est en contact régulier. Maintenant, sur le sujet de ceux qui sortent de l'école, j'allais dire, moi, je mettrais l'accent sur, autant dans le temps, on voulait des spécialistes, donc des faiseurs, des machines, autant maintenant, on veut des personnes qui puissent contrôler des machines. Donc, se mettre un peu dans une situation un peu plus haute. Et pour moi, le soft skills est absolument fondamental. La capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité de prendre de la hauteur. Ça, c'est pas des choses qu'on apprend forcément à l'école. Quand on reçoit beaucoup de stagiaires, moi, je les embête beaucoup sur le côté soft skills, comment ils peuvent se vendre, comment ils peuvent présenter, comment ils peuvent convaincre, plus que sur l'aspect technique qui, de toute façon, en sortant de ces écoles-là, ils l'ont, et probablement mieux que nos générations. Et concernant les femmes en tant que telles, alors moi, dans le département, on a une diversité très poussée. Pour les plus vieux, je dis que c'est United Colors of Benetton, presque. On a un peu de tout. Et au niveau des femmes, on a des personnes, des femmes au niveau GRC, mais aussi au niveau data science, mais aussi au niveau hacker, donc offensive security, et au niveau architecture. C'est très intéressant parce que ça donne des angles de vue différents. Et j'allais dire, c'est pour ça que je parlais de diversité au sens général du terme, ça permet en fait de construire des équipes où quand il y a un problème, vous voyez des angles de vue que vous n'auriez même pas pensé en fait. Voilà. Et c'est clair aussi que dans des équipes qui sont fortement masculines, avoir une femme, ça permet de stabiliser l'équipe. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Maybe I lost the translation. I didn't think. Peut-être que j'ai peut-être pas bien compris. Je pensais pas que c'était très marrant. Mais bon, c'est peut-être la traduction. J'ai pas bien compris. Mais je voulais rajouter que nous avons very passionate users, our universities. des utilisateurs très passionnés. Ce sont les universités, et nous pensons dans la génération des travailleurs futurs et essayer d'avoir un programme universitaire qui est aligné et aider les universités à peut-être ajuster leur programme pour penser au futur. Et je suis complètement d'accord que les soft skills sont vraiment très, très essentiels et le plus dans le futur. Et je pense dans toutes les parties d'une entreprise et toute profession. Mais une chose qu'on devrait réfléchir, c'est que même si le niveau 1 pourrait être très différent très bientôt, il y a toutefois des capacités essentielles, des compréhensions essentielles qui sont nécessaires. Et je pense que pour les prochains 6 ou 12 mois, il faut toujours une capacité avec main sur la table de compréhension. Et c'est pour ça qu'on croit en Hack the Box, parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on fait des choses. Et on doit avoir cette mémoire de muscle pour pouvoir expliquer à l'IA comment il faut le faire. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui devrait aller aux universitaires. Et ce qui va aux universités, c'est qu'ils ont un avantage parce qu'ils sont plus familiers avec la technologie. Ils ne doivent pas oublier les éléments de fondation. Et c'est vrai que l'IA remplace beaucoup de choses. Donc, essayons de prioriser la capacité d'apprendre directement sur terrain. Mais du point de vue business, je vois de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur des métiers de niveau 1. Et c'est une manière beaucoup plus pratique d'avoir, avec un salaire niveau 1, un résultat niveau 2. Donc, c'est vrai que c'est quand même important de continuer. C'est quand même parfois un avantage de prendre quelqu'un qui a moins d'expérience par rapport à quelqu'un qui en a plus. Du point de vue des femmes, de manière générale, mais dans toutes les industries dans lesquelles j'ai été, je dirais que le plus grand impact que j'ai vu, c'est le fait de pouvoir raconter des anecdotes. Et c'est les femmes qui racontent comment elles ont pu avancer
et comment elles ont progressé dans leur carrière, en se focalisant un peu moins sur le fait que je suis un peu plus impacté par rapport à quelqu'un d'autre à côté de moi, mais plutôt de se dire c'est possible, il y a des femmes qui sont dans des rôles impressionnants, qui font des choses fantastiques, mais on doit juste avoir plus d'histoires de ce genre, comme ça d'autres femmes qui ne sont peut-être pas très sûres, elles puissent savoir que c'est possible. Et c'est ça qui peut avoir le plus d'impact quand on parle du progrès des femmes dans les carrières. Merci, Maria. Je vais ajouter pour ton témoignage. Presque tout a été dit, je suis d'accord avec tout sur le fond. Les chiffres que vous donnez, maintenant, on est au courant depuis longtemps. Donc, c'est l'étape d'après. Donc, j'ai eu une discussion intéressante. Il y a Noémie, je dis son nom, je ne sais pas si elle écoute. On est en train de travailler ensemble. Elle travaille pour un cabinet de consulting sur le talent management et les spécificités liées aux femmes. Je vais juste donner un exemple. C'est que, par exemple, quand on fait des fiches de poste pour du recrutement, la lecture c'est moi qui l'écris. Et la lecture qui va être faite, elle est déjà biaisée. Et c'est là-dessus sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'un homme, de manière générale, 50% il fit, il répond. Et pour une femme, elle attend d'être à 90-95%. Donc déjà, rien que ça, revoir nos fiches de poste, c'est quelque chose de concret qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'était juste un exemple pour éclairer le propos. Et l'autre point qui était lié aux formations, bon, bah ça, c'est récurrent. Les formations, il faut les adapter au monde de l'entreprise. Sauf que déjà, nos métiers, ils vont faire que d'évoluer. Donc, les soft skills, c'est indéniable. Le socle de base de l'ingénieur, et se dire que de toute façon, il faudra des gens curieux, des gens ouverts, des gens qui s'adaptent, des gens qui ont envie d'innover. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à avoir les bonnes personnes pour demain. Merci. Il y avait une autre question dans la salle ? Oui, merci. Alors, moi, ça m'a fait drôle d'entendre que les femmes en réseau, système, c'est difficile. Bon, je suis peut-être le contre-exemple, puisque je viens du monde du réseau système. Aujourd'hui, je dirige dans une métropole un service dédié aux infrastructures. Et j'ai quelques inquiétudes depuis 2-3 ans avec justement cette arrivée de l'IA. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure où vous disiez, le niveau N1, ça va être de l'automatisme de l'IA et on aura besoin de N2, N3. Et je me demande comment, quand les gens vont partir en retraite, ceux qui ne sont pas passés par les étapes apprentissage niveau N1 pour monter dans l'expertise, on est dans des environnements très complexes pour prendre toute la dimension de la technique qu'il y a autour, des enjeux. Alors bon, moi je suis une métropole, c'est pas des clients, ce sont des usagers de services publics. Comment les décisions ne vont pas impacter les services rendus. Et bon, je vois déjà des problèmes, non pas sur des personnes qui peuvent écrire des scripts, qui vont chercher en IA tout ce qu'on attend, et puis il faut repasser derrière, quoi. Et comment leur faire apprendre ça, je ne sais pas. Au niveau juridique, ils ont encore plus de problèmes depuis 2 ans, justement avec ces réponses qui arrivent, avec des IA qui ne sont pas entraînées régulièrement sur les nouveautés. Et moi, ça me pose question dans ce sens-là, quoi. Faut que l'humain garde l'expertise, fasse le dernier choix, mais comment est-ce qu'il se forme, l'humain ? Qui veut répondre ? Il y a quelques points là-dessus. J'essaie de les organiser dans mon esprit. Ce que j'aimerais dire, c'est que surtout aujourd'hui, dans le monde des formations, la plus grande chose qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est augmenter les capacités. On ne veut pas que les personnes ne soient pas capables de trouver un travail sans être efficaces. Ces personnes doivent continuellement augmenter leurs capacités, avoir des scénarios sur terrain, qu'ils sont en train de passer dans des scénarios et réfléchissent constamment. Parce que vous savez, à la fin de la journée, ils ne seront pas nécessairement remplacés par l'IA, mais ils seront remplacés par un IA qui sait comment utiliser l'IA et qui peut avoir ce type de rendu. Et donc, ça ne devrait pas être la peur sur l'humain contre l'IA,
mais le fait de pouvoir s'adapter et monter en compétences. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut travailler pour pouvoir avoir plus de levier là-dessus et être plus pertinent. Je viens du réseau, donc j'allais dire, je pense que ce qui a été dit, c'est que la manière de gérer le réseau tente à changer. Autant dans le temps, il y avait des personnes qui avaient une certification, par exemple Cisco, CCIE, etc., et qui généralement défendaient son petit domaine avec du CLI particulier. Là, j'allais dire, avec toutes les approches software-defined, etc., on repense les choses. Et il y a quelques années en arrière, il y avait aussi cette idée de self-healing network. Quand on regarde quelques années après, il n'y a pas de self-healing network. Par contre, les architectes, quand ils font un réseau, ils doivent le penser résilient. Pourquoi? Et vous le savez mieux que moi, dès qu'il arrive quelque chose, c'est la faute du réseau ou du firewall, hein, de toute façon. C'est le premier truc. Mais c'est plutôt, je pense que ce qui a été dit, et je te laisserai compléter, bien sûr, c'est plutôt l'approche de gérer les choses et la prise de distance par rapport au réseau. Le réseau, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen qui permet au système d'information d'être accédé et de pouvoir fonctionner correctement. C'est plutôt cette interaction entre l'expert et le moyen-là qui a été un petit peu soulevé. Oui, tout à fait. Et puis sur du coup les femmes dans ce domaine, on a évidemment de très grandes compétences féminines sur ces domaines. C'est plus la quantité. Typiquement, nous, quand on fait du recrutement, quand on est sur ces domaines-là, on est à moins de 1% de CV reçus. C'est-à-dire que sur 150 candidatures, on en a une qui est une femme. Par contre, si on publie sur de la data analyse, on en a déjà beaucoup plus. Donc je pense que c'est aussi lié au nombre de personnes qui se spécialisent dans ces domaines. Et ça va peut-être transformer pour justement amener plus de femmes qui vont peut-être oser se spécialiser en cyber, aller dans nos domaines, parce que effectivement, nous, dès qu'on publie des annonces, on manque cruellement de CV. Et par contre, prendre du recul quand on utilise les outils, c'est là où peut-être des fois, dans les profils hommes, on a quelques bourrins qui vont dire mais l'IA, elle m'a dit que bien sûr que c'est bon, alors que justement les femmes vont pouvoir un peu plus se projeter sur l'impact de mes usagers et sur concrètement, attends, l'IA elle m'a recommandé ça, mais est-ce que c'est réellement pertinent, est-ce que ça va correspondre aux attentes peut-être de mes usagers, et est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi sous couvert qu'il y a une IA qui m'a raconté des choses. En ce moment, on voit plus de bêtises avec l'IA que de vraies solutions. Par contre, l'IA peut être des vraies solutions, mais il faut l'utiliser effectivement comme il faut. Merci beaucoup, merci à vous quatre pour ces échanges passionnants, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.